Quelle est la maladie qui tue le plus en Afrique francophone depuis tant d'années? C'est la France-Afrique ou c'est le Covid-19? La France-Afrique tue nos présidents. La France-Afrique tue notre économie. La France-Afrique déstabilise nos pays. Et ils osent nous dire que nous risquons une maladie avec le Covid-19. Arrêtez vos plaisanteries. En l'honneur de Winnie Mandela, en l'honneur de Modibo Keïta, en l'honneur du roi Béhanzin, en l'honneur de Thomas Isidore Sankara, en l'honneur de Myriam Makeba, en l'honneur de la reine Zinga, en l'honneur de Patrice Emery Lumumba, en l'honneur de ceux qui se sont sacrifiés pour que le peuple puisse être libéré, pour que nous puissions faire front uni contre la présence néocoloniale française. Dire cela ne signifie pas que nous prônons une haine anti-française. Moi qui vous parle, comme mes frères Nicolas Anelka, comme mes frères Kylian Mbappé, etc. Je suis né en France et je ne le renierai jamais. Mais être né dans un endroit ne nous enlève jamais notre origine et notre appartenance. Je suis un Africain, né dans la diaspora. Et comme tout être humain doté de raison, lorsque je vois l'injustice, il est du devoir de ceux qui résistent de s'organiser pour lutter et faire déguerpir cette injustice-là. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on continuera à se juger entre nous, le système qu'on appelle PK ici, que nous appelons France-Afrique, en Afrique francophone, n'aura pas à s'inquiéter. Parce qu'il voit les nègres s'entretuer entre eux. Et c'est une réalité. J'ai découvert ces derniers temps des gens, mais en réalité je le savais depuis très longtemps, qui sont prêts à tout pour tuer l'étoile de celles et ceux qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ils sont prêts à la tuer parce qu'eux n'ont pas cette étoile ou ne sont pas conscients de cette étoile qu'ils ont en eux plutôt. Je leur dis, plutôt que de haïr votre semblable, commencez à vous soigner. Eh bien, quand je vois certains moyens pathétiques que certains frères et sœurs utilisent pour saigner dans le dos leurs propres frères par jalousie ou leurs propres sœurs, et ma mère, mes parents savent de quoi je parle, je me dis très sincèrement que le combat de psychiatrie décoloniale n'a pas été conclu, n'est pas terminé, mais reste plus que jamais à aborder. La France colonise l'Afrique francophone ou l'Afrique de la zone franc sans honte, sans gêne, sans pudeur. Elle vole nos terres, elle viole nos terres, elle viole notre souveraineté. Elle nous pille en toute sincérité. La seule chose que nous voulons, c'est que l'Afrique puisse décider de sa propre destinée comme la France. Nous voulons le meilleur pour la France. Mais le meilleur pour la France ne viendra que lorsqu'ils enlèveront leurs pattes de l'Afrique. Tant qu'ils n'enlèveront pas leurs pattes de l'Afrique, il n'y aura pas d'avenir radieux pour la France. Tant qu'ils mettront leur base militaire chez nous, il n'y aura pas d'avenir radieux pour ce pays. Tant qu'il y aura toujours de l'exploitation, le pillage par Bolloré, il n'y aura pas de liberté pour eux, ni pour nous. Nous sommes pour la réciprocité. Aimez-nous, nous allons vous aimer. Mais si vous nous marchez dessus, nous vous marcherons dessus en retour. Et veulent faire en sorte que les mécanismes du franc CFA régissent les mécanismes de la nouvelle monnaie éco. Et nous disons non. Nous disons que nous ne voulons pas que la nouvelle monnaie soit arrimée à l'euro et soit liée au trésor français. De la même façon que nous disons que nous ne voulons plus de la présence des bases militaires françaises. De la même façon que nous disons que nous ne voulons plus que les présidents africains doivent rendre des comptes aux ambassades de France qui sont sur nos territoires. Les seuls comptes que nos présidents doivent rendre, c'est au peuple et au peuple uniquement. On critique mes méthodes. Et dans le même temps, l'une des plus importantes chaînes d'Afrique, du continent africain, Africa News,
me donne personnalité politique africaine de l'année 2017. On critique mes méthodes quand je brûle le billet de franc CFA. Avant la question du CFA, c'était 4, 5, 10 intellectuels qui parlaient à 10, 15 intellectuels dans un amphithéâtre vide. J'ai décidé de mettre ce sujet dans la rue parce que quoi qu'on en dise, c'est la rue qui fait la politique et non pas les élites, contrairement à ce qu'on dit. Et quand, avec mon équipe, avec la sœur Ndeye Nogaï Babelso, que je vous demande d'applaudir fortement s'il vous plaît, avec le frère Eric Djemti, que je vous demande d'applaudir fortement s'il vous plaît, et toutes celles et ceux que je ne peux pas citer, quand nous organisons des mobilisations à la sueur de notre front, au péril de nos vies, à tous les endroits du continent africain, en Afrique francophone et parfois au-delà, et aussi dans la diaspora, que nous allons en prison, que nous sommes séparés de nos familles, de nos enfants. Certains disent que nous n'avons pas la bonne méthode, mais c'est grâce à nous aujourd'hui que la question du franc CFA se trouve sur la scène internationale. Nous devons être capables de le dire. Je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas non plus un crétin. Et parce que je ne suis pas un crétin, je sais me servir de tous les exemples en guise de parabole. Lorsque Jésus arrive chez les pharisiens disent que c'est un voyou, que c'est un menteur, que c'est un manipulateur, que c'est un poète maudit. Jésus arrive avec ses méthodes à la Tupac avant l'heure. Ne voyez pas de blasphème les chrétiens fondamentalistes, ne soyons pas crétins. Il vient et il casse les tables de la loi. Et il regarde les pharisiens. Et il dit, vous étiez censés être les gardiens du message originel. Mais vous êtes les plus grandes forces de la corruption, les agents de l'argent, les adorateurs du veau d'or, les béquets de l'époque. Jésus a été crucifié, certes, sous Jules César, c'est vrai. Mais il a été d'abord vendu par ses propres frères. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Et Jésus, j'ai plus envie de retenir le terme Christ, était considéré comme non conventionnel. Sa méthode était jugée mauvaise. Il a été crucifié. À l'époque, l'homme le plus puissant du monde, c'était Jules César. Dans leur monde, en tout cas. Mais aujourd'hui, on dit qu'on est en 2020. 2020 après quoi? La naissance de Jules César ou la naissance du Christ? Pourtant, le Christ n'était qu'un simple ouvrier, un simple charpentier. Je pars de l'hypothèse qu'il a existé parce que je respecte toutes les croyances. Et l'intelligence nous pousse à utiliser tous les exemples. Jules César était millionnaire, milliardaire, mais aujourd'hui on parle du Christ. D'ailleurs, Jésus n'était pas le premier à avoir ce titre. Allez voir du côté d'Osiris, de Wazir, etc. Et vous comprendrez, de Hérou. Et vous comprendrez. Et vous comprendrez. Que le Christ dont vous parlez est la réplique d'un Christ originel, deux Christ originels qui de manière cyclique arrivent, qui soient des femmes ou des hommes, et qui accomplissent leur destin pour le réveil de la population de manière générale. J'ai été pour ces raisons incarcéré à plusieurs reprises. Je suis jusqu'à aujourd'hui interdit de rentrer dans 4 pays à cause de ces prises de position, à cause de ces mobilisations. J'ai été tabassé au Sénégal en début 2020 par la police à cause de mes prises de position contre justement ce système de prédation. Ouais, ils sont sérieux. Oh là là. Kémy Sébastien, on dû faire la misère. Franchement, c'est des vrais bâtards. Franchement, c'est des vrais bâtards, voilà. Et Emmanuel Macron, comprenant le degré de contestation de la jeunesse africaine, et même des moins jeunes en réalité, toute classe sociale, mais bien souvent, ne nous montons pas du prolétariat essentiellement, a saisi la nécessité de faire une transformation cosmétique du franc CFA pour tenter de calmer les colères, tout en continuant de maintenir la domination française sur les intérêts africains. Et donc, il n'a pas hésité à voler
je répète et j'insiste dessus, c'est important de le préciser, voler un nom qui est la propriété économique et la propriété intellectuelle et industrielle de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence l'ECO. Et dans la transformation hypocrite du franc CFA en ECO, il a maintenu la plupart des mécanismes de domination et de prédation qui caractérisaient le franc CFA, d'accord, mais il a maquillé la plaie en mettant du mascara et en l'appelant ECO. Lorsque j'ai brûlé ce billet en 2017, je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est que personne ne peut accepter de vivre sur une plantation. Personne ne peut accepter de vivre dans des pays où nous sommes astreints à la résidence de la pauvreté. Personne ne peut accepter de vivre dans des pays où le monde entier vient se servir de nos richesses, mais nous n'avons pas le droit de jouir de ses propres richesses. Et le système franc CFA est un des volets, je dis bien un des volets, du néocolonialisme français en ce début du XXIe siècle. Et c'était donc pour cette raison qu'on s'est attaqué justement à la question du franc CFA. En prenant ce billet donc, je dénonçais non seulement le système de la servitude monétaire dans lequel nous sommes installés, mais je dénonçais aussi bien évidemment la France-Afrique de manière beaucoup plus globale, comme nous l'avons fait par la suite à travers notamment les questions des bases militaires, la notion de cooptation et de corruption de nos élites africaines vis-à-vis des autorités françaises et in extenso européennes. Je l'ai fait aussi par contestation pure et simple du capitalisme. Parce qu'il y a un adage qui dit que l'esclavage n'a changé que de forme, mais la pièce de théâtre reste la même. Et donc en dénonçant le système capitaliste, le système de prédation néolibérale, en brûlant ce billet, c'était toutes ces démarches-là que je voulais exposer. Un système... Les juges ont entendu nos propos. Les juges ont entendu ce que nous avions à dire. Ils ont analysé l'acte que j'ai posé d'avoir brûlé ce billet en 2017. Et la justice sénégalaise, malgré toutes les pressions qu'ils ont subies, émanant de l'oligarchie sénégalaise qui agit sur ordre de l'oligarchie française, la justice sénégalaise a décidé de m'acquitter, en précisant que mon acte était un acte symbolique et n'était pas un acte visant à semer un désordre, mais c'était un cri de douleur d'une jeunesse africaine qui voulait la souveraineté. Et cette situation a été corroborée par les faits, puisque les contestations qui précédaient déjà cet acte du billet brûlé étaient importantes, mais après cet acte du billet brûlé, les contestations contre le franc CFA ont gagné en vigueur, en intensité. Un peu partout en Afrique francophone, toujours sur impulsion principale, il faut le dire, de notre ONG qui a dédié ces dernières années tout son combat, toutes ses ressources à cela. J'ai été libéré et ça n'a pas plu au gouvernement sénégalais et à ceux pour qui il bosse, en l'occurrence le gouvernement français. Ils se sont dit c'est un très mauvais signal qui se déroule en Afrique francophone. Si on laisse ce entre guillemets trublion, pour reprendre les mots sucrés de certains diplomates sénégalais, continuer à semer le désordre dans les relations entre l'Afrique francophone et l'oligarchie française, ça risque de faire traîner de poudre. Et donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, ils vont m'expulser. 2017. Ils sont venus me prendre chez moi. Ils nous ont fait croire qu'ils venaient juste pour un contrôle de routine par rapport à mes papiers qui me ramèneraient à la maison dans 30-40 minutes. C'est ce qu'ils avaient promis. On a sympathisé dans l'avion. Ils savaient que j'étais triste, on a sympathisé. Et quand on a atterri à Bruxelles, qui est le lieu où j'ai effectué ma dernière conférence, vendredi dernier, au sortir de l'avion, les deux mêmes qui m'ont entouré, les deux mêmes Sénégalais qui m'ont entouré, et avec qui j'avais sympathisé, ont changé de visage, et ont demandé fermement de les suivre. J'ai dit, pourquoi vous voulez que je vous suive? Je comprends pas, vous êtes qui? Et ils m'ont dit avec insistance, c'est mieux de nous suivre, monsieur Seba. J'ai dit, je comprends pas. Enfin, j'avais commencé à comprendre, mais je voulais être certain. Et ils m'ont dit, vous allez nous suivre auprès de la police belge. Et c'est là où j'ai compris qu'en réalité, c'était des agents des services spéciaux sénégalais qui étaient chargés de m'amener de Dakar à Bruxelles et de s'assurer que je sois remis aux mains de la police belge. Et donc, les mêmes qui m'ont accompagné se sont avérés être donc des membres des services de police. C'est-à-dire que jusqu'au bout,
le négrier fonctionne toujours de la même façon. Amoureux du Toubab, mais persécuteur de son propre frère. Oh my God. Et donc j'ai été remis à la police belge. Ils m'ont demandé pour combien de temps je venais ici. J'ai dit mais je ne veux pas rester ici, je suis censé rentrer au Bénin. J'avais un billet qui était pris pour le Bénin. Vous ne m'avez pas laissé rentrer dans mon pays, parce que vous aimez me faire dépenser de l'argent. Vous avez voulu m'humilier en me faisant revenir en Occident. Et ils m'ont dit, ne faites pas de grabuge ici. J'ai dit, monsieur, je suis quelqu'un de non violent, et mon seul grabuge est de me battre pour les Africains, et je continuerai. Ils m'ont libéré. Et j'ai pu donc me poser. Je me suis reposé quelques heures, puis j'ai reparlé à la presse, j'ai reparlé à mon équipe, à ma famille. Et je tiens à vous remercier infiniment. Parce que je sais que partout où je vais en Afrique, partout dans tous les aéroports, partout où je vais dans la diaspora, notre peuple est avec nous. Nous sommes dans une situation politique qui fait que beaucoup ont peur de se mobiliser. Les réseaux sociaux ont permis que ceux qui ont peur de se mobiliser parfois puissent s'exprimer par les réseaux. Mais vous êtes très nombreux à nous soutenir. Nous le savons. Très nombreux. Et je veux que vous sachiez que nous vous en sommes reconnaissants. Il va arriver un moment où il faudra que, au-delà de la contestation très nombreuse sur les réseaux sociaux, qui est nécessaire, qui a réussi déjà à faire basculer en partie ou ébranler la machine de la France-Afrique sur certains points, il faudra à un moment donné qu'il n'y ait pas qu'urgence panafricaniste, ou des mouvements comme ceux de mon frère Guimarius, ou des mouvements comme ceux de mon frère Eli Kamano, etc., etc. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait que ces gens-là, que ces forces-là, qui se battent en première ligne sur le terrain. Il faut que derrière, ceux d'entre vous qui êtes derrière l'écran, à un moment donné, vous passiez à une autre étape. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas simple. Mais il faudra le faire. La libération d'un peuple se compte au nombre de ceux qui ont décidé de donner leur vie pour ce peuple. Et il y a un proverbe, qui en réalité n'est pas un proverbe, qui est un verset d'un livre saint, qui dit « Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. » D'accord? Je m'adresse à un public qui a toutes les religions, donc je n'ai pas besoin de dire de quel secteur ce verset fait partie, mais il s'adresse à l'humanité dans sa globalité. Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. L'Afrique francophone, entre guillemets francophone, ou l'Afrique de la zone franc ne sera pas libérée tant que la jeunesse africaine et le peuple, de manière générale, ne passera pas de la contestation 2.0 à la contestation du terrain. Je vous le dis sans jugement, je vous aime à en perdre la vie. Je vous aime comme un malade. À tel point que parfois je me dispute avec ma famille, certains me disent « Mais pourquoi continues-tu à te battre pour un peuple qui va te célébrer quand tu seras mort ?» Je dis « Je ne me bats pas pour être célébré. Mon bras droit Eri Djawiti ne se bat pas pour être célébré. Mais ma porte-parole, la porte-parole internationale Ndeye Nogaï Babelso ne se bat pas pour être libéré. Nos militants partout en Afrique francophone, Bassaro, etc., etc., ne se battent pas pour être libérés, pour être adulés, excusez-moi. On se bat pour que notre peuple puisse être libéré. C'est la fatigue, vous m'excusez. On se bat pour que notre peuple puisse recouvrir à l'autodétermination. Je ne vais pas vous mentir, j'ai versé des larmes dans l'avion. Parce que toute ma vie, durant toute mon enfance, quand j'ai connu la négrophobie la plus violente, je me suis dit que l'Afrique c'était mon Zion, le Zion dont parlait Bob Marley. Et finalement c'est dans mon Zion que je suis le plus persécuté. Mais je ne suis pas persécuté par le peuple parce que le peuple nous porte. Nous porte. Je suis persécuté par les élites. Et il faut que ces élites comprennent que, à part Dieu, nul n'est éternel. Nul n'est éternel à part Dieu. Vous nous mettez à genoux aujourd'hui, vous nous crucifiez aujourd'hui. Mais nous sortirons vainqueurs demain. Vous nous faites des guet-apens, des persécutions comme Seth qui a persécuté avec ses convives Ozar. Vous nous crucifiez comme Issa a été crucifié.
par les Romains, après avoir été livrés par les pharisiens. Vous nous persécutez parce que de manière cyclique, dès que quelqu'un se lève pour son peuple, et c'est le cycle osirien comme dirait l'autre, l'obsession des forces prédatrices, c'est de détruire cette entité-là. Mais vous ne nous détruirez pas. Vous ne nous détruirez pas. C'est parce que ce n'est pas dans notre culture, nous on est dans l'Ubuntu, ce n'est pas dans notre culture de poser des bombes. Mais il faut que vous sachiez une chose, nous ne sommes pas moins déterminés que les gens que vous persécutez aux quatre coins du monde, au Moyen-Orient ou ailleurs. Nous, dans notre tradition, nous respectons la vie, c'est pour ça que nous ne nous tuons pas. Mais nous irons au bout de notre combat et personne ne nous arrêtera. À toutes les mères qui prient pour nous, à toutes les sœurs qui prient pour nous, à tous les frères et les pères qui prient pour nous, sachez-le, nous entendons vos prières et nous ne nous arrêterons pas. La presse sénégalaise qui relaie des saletés sur nous, qui ment sur nous. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas ceux qui dominez l'information. Arrêtez de salir et de mentir sur les gens comme vous le faites. J'ai appris que les autorités sénégalaises aussi ont apparemment ressorti des conflits qui existaient entre des membres de ma famille et certains Sénégalais, des conflits judiciaires pour une histoire de maison que ma famille trouvait insalubre dès le départ quand elle est rentrée. Je ne voulais d'ailleurs pas siéger dans cette maison, mais je ne rentre pas dans les détails. Des affaires qui datent de 2018 et ils sortent ça aujourd'hui, d'accord, en 2020, pendant que je me fais expulser pour essayer de me salir. Vous nous prenez pour des idiots. Après, vous allez essayer de sortir, et certaines personnes dans le même temps, des agents de la France-Afrique, essayer d'attaquer ma famille, d'attaquer les mères de mes enfants, d'accord, pour essayer de me déstabiliser. Je sais comment vous êtes. Nous savons comment vous êtes. Vous ne changerez jamais. Frantz Fanon avait dit que le néocolonialisme, ça sera des barreaux blancs de prison peints en noir. Eh bien, nous sommes dans cette réalité-là. Nous sommes dans les barreaux, à l'intérieur des barreaux de la prison néolibérale blanche, mais peints en noir. Noir comme Macky Sall. Noir comme Alassane Dramane Ouattara. Noir comme tous les présidents de la plantation nommée France-Afrique. Mais vous ne gagnerez pas. Sankara est mort de désespoir parce qu'il aimait plus son peuple que son peuple s'aimait lui-même. Mais je jure, au nom de Dieu Tout-Puissant, l'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, au nom de mes ancêtres méritants, que j'aime en perdre la raison, nous ne mourrons pas de désespoir. Nous ne mourrons pas de désespoir et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle. Et si le prix à payer c'est de nous tuer, vous allez engager sans doute des Africains, des Noirs, vous avez déjà commencé, beaucoup de tentatives de déstabilisation se font pour nous détruire. Vous pourrez le faire, mais vous n'arrêterez pas le combat.